Bien, alors, bonjour à toutes et à tous. Dernier séminaire de l'année civile avec Arnaud Simon, donc de DRM à l'Université de Dauphine. Et on bénéficie avec Arnaud d'une triple formation, je dirais. Bon, économiste, psychanalyste et puis également un peu matheux quelque part. Même plus que ça. Et donc, avec une question particulièrement aiguisée sur les effets de concurrence générationnelle sur les problématiques de l'immobilier et du logement en particulier. Et donc, une vraie question quand même. Crise du logement ou concurrence générationnelle. Peut-être qu'on va soulever des pans du rideau ou de la tenture qui ne sont pas toujours relevé d'habitude, on va voir, mais en tout cas moi ça m'a beaucoup plu et puis ça a l'air très très séduisant, donc on va en reparler tout de suite. À toi Arnaud. Merci André. Effectivement, quand on soulève un voile, il peut y avoir différentes choses. Donc ce titre est peut-être un petit peu inhabituel, crise du logement, point d'exclamation entre guillemets. Ça veut dire qu'ici, en fait, ce qui est l'objet de cette réflexion, c'est le signifiant crise du logement. On voit dans le « c'est la crise du logement », c'est la crise plus globalement. Ce signifiant crise du logement était très actif il y a 3, 4, 5 ans. Il a été supplanté depuis par un « c'est la crise » beaucoup plus général. Mais l'analyse vaut pour ces deux types de signifiants. Donc, crise du logement en tant que signifiant, et discours autour du crise du logement, la crise du logement, ou bien concurrence générationnelle qui ressort là plutôt du signifié, c'est-à-dire plus ou moins du phénomène. Donc cette présentation est en deux parties. La première partie interroge la crise du logement dans une approche d'anthropologie psychanalytique, puisque comme André l'a indiqué, je suis psychanalyste et en même temps universitaire, en économie, finance. Cette première partie est donc un exercice analytique où j'ai cherché à entendre ce qui pouvait se dire inconsciemment, plus ou moins, dans ce discours la crise du logement, pour arriver à quelques interprétations, à quelques pistes de recherche qui ensuite sont traitées d'une manière un petit peu plus orthodoxe, on va dire, par des approches économiques et financières assez classiques. Donc le premier temps, je traite la question par une approche d'anthropologie psychanalytique, c'est-à-dire psychanalyse appliquée finalement à une approche sociale. Ce qui m'a amené à propos de la crise du logement à vouloir réfléchir en ces termes, qui sont a priori assez inhabituels, parce que qu'est-ce que la crise du logement aurait à voir avec le complexe d'Édipe? A priori, le lien n'est pas évident. Donc en fait, j'ai commencé par avoir quelques doutes au niveau des grandeurs économiques. La crise du logement, donc je m'attendais à avoir des chiffres qui allaient être très parlants, très flagrants, et le résultat de ce que j'ai trouvé était en fait beaucoup plus mitigé. Le deuxième temps, c'est une analyse des caractères du discours de la crise du logement. C'est un discours qui présente des traits particuliers, et donc il s'agit ici de les recenser, de les discuter, pour commencer finalement à défricher un petit peu cet acte de langage qu'est le discours de la crise du logement. Une fois que ce matériel a commencé à être exploré, j'ai été mobiliser le corpus analytique, bon, qui peut être très disparate, très fécond, très varié. Et en fait, les concepts que j'ai été mobilisés sont des concepts assez basiques. D'abord, la question du manque, puisque on manque de logement, c'est une des formulations de la crise du logement, ou dans la formulation de la crise, c'est on manque d'argent, l'État n'a plus d'argent, ou on manque de croissance, on manque d'emploi, donc du manque. Le deuxième élément du corpus que j'ai été rechercher, c'est le malaise dans la culture. Texte de Freud, 1929, et on se doute bien intuitivement qu'entre la crise et le malaise dans la culture, il y a quand même quelques petits points communs, probablement. Ça se ressemble. Et le troisième élément, c'est un élément autour de la thématique de l'identification, une des identifications que l'on a en psychanalyse, et qui va être finalement le facteur agissant du discours de la crise du logement. On verra quel type d'identification ensuite.
Le quatrième temps, ce sont des enjeux de méthode. Finalement, quand on traite de la crise du logement, faut-il le traiter en tant que signifiant, en tant que signifié? Bon, la réponse sera évidemment aux deux niveaux. Et la cinquième partie, qui est une partie où je me risque à quelques interprétations, parce qu'à l'occasion de cette analyse de la crise du logement, il y a des éléments en termes de filiation et de génération qui commençaient à apparaître. Donc cette cinquième partie m'amène à proposer des interprétations qui seront ensuite explorées dans la deuxième partie, dans une approche économique un petit peu plus standard. Finalement, cet exercice d'anthropologie psychanalytique, c'est pour trouver des intuitions et pour trouver une question de recherche, pour ne pas y aller avec d'emblée un abord d'économie très objective ou objectivante. Les doutes. Si vous regardez la population française, donc les doutes par rapport à ceux de la crise du logement. Si vous regardez l'évolution de la population française de 1984 à 2011, elle a augmenté de 16%. Le nombre d'habitations, lui, a augmenté de 36%. Et le nombre de logements sociaux de 58%. À première vue, s'il y a une crise du logement, ce sont des chiffres qui sont quand même un peu délicats à articuler avec cette affirmation. D'autres indicateurs, si vous regardez le taux de vacances, c'est-à-dire le pourcentage d'unités d'habitation qui sont libres. En 84, 9,3%, aujourd'hui 8,6%, donc le taux de vacances a diminué. Le nombre de personnes par unité d'habitation. La crise du logement, on peut s'attendre à 5 personnes, 7 personnes par unité d'habitation, a priori, à première vue, comme un réflexe. Et en fait, ce ratio est plutôt de 2, donc il est bas, et en plus il diminue. En 80, c'était à peine 2,2 personnes par unité d'habitation. Aujourd'hui, 1,8, 1,9. Taux de propriétaires, son évolution sur la période, on passe de 51% à 58%. Et si vous regardez dans la population des propriétaires, une catégorie de propriétaires, c'est les propriétaires non accédants. On va distinguer les propriétaires accédants des propriétaires non accédants. Les non accédants sont ceux qui ont terminé de rembourser le prêt immobilier sur la résidence principale. Eh bien, ce ratio dans la population des propriétaires en 80 était de 1 propriétaire sur 2, et aujourd'hui on arrive à 7 propriétaires sur 10, presque 3 propriétaires sur 4. Donc voilà quelques grandeurs qui sont au niveau global, au niveau agrégé, qui ne correspondent pas tout à fait à ce constat, à cette affirmation de la crise du logement. Évidemment, c'est au niveau agrégé. Si on continue à s'interroger sur cet élément, bon, la crise du logement, des fois, les collectivités locales sont pointées du doigt comme étant responsables de la crise du logement parce que les permis de construire ne seraient pas octroyés en quantité suffisante. Eh bien là, sur ce graphique, vous avez des chiffres INSEE. La courbe bleue, c'est le nombre de permis de construire qui a été autorisé, par exemple, en 2006-2007. 550 000 logements ont été autorisés pour une construction, et les promoteurs et les constructeurs n'en ont entamé que 450 000. Et cette année, 2006-2007, ces 2 années, 2006-2007, étaient les années avec les niveaux de production de logements les plus importants. Donc, est-ce que les collectivités locales sont globalement le frein, serait la cause d'une crise du logement? A priori, ce n'est pas évident au niveau global, du moins, encore. Hein. Peut-être, est-ce qu'on peut trouver l'indication d'une crise du logement au niveau des loyers? De 1998 à 2011, sur le loyer couru, l'augmentation moyenne, c'était de 2% par an. Est-ce que la crise du logement est liée au mal logement? Quand on regarde les chiffres de la Fondation Emmaüs, qui essaye de définir ce qu'est le mal logement, de préciser cette notion, on arrive au sens large du mal logement à 10% de la population. Il y a un sens restreint du mal logement qui va correspondre à 3 ou 4% de la population, et au sens large, donc les chiffres les plus importants que l'on puisse trouver qui essayent de mesurer ce qu'est le mal logement, on arrive à peine 10% de la population. Alors à peine, évidemment, c'est 10% de trop, mais je pointe ça pour souligner le fait qu'on n'est pas à 40% de mal logement. Donc voilà une drôle de crise quand même. Son caractère général n'est pas évident. Parce que là, ce sont des grandeurs au niveau agrégé, donc on s'attendrait, si la crise est générale, à ce que les grandeurs même du niveau agrégé donnent des indicateurs plutôt négatifs. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. La crise du logement, parce que la conscience des différentes personnes serait tellement élevée que des phénomènes d'empathie et de culpabilité envers les 10% de mal logés se manifesteraient. Bon, c'est peu vraisemblable.
l'amplitude de l'empathie n'est malheureusement pas de cet ordre-là. Ce qui fait en fait que l'on parle que l'on entend la crise du logement, c'est une seule grandeur, le prix, le scandale du prix. Scandale, crise, ce sont des termes qui ne sont pas complètement éloignés l'un de l'autre. De 1996 à 2013, le prix a augmenté de 158%. Évidemment, je vais surtout ne pas me précipiter à faire un commentaire sur le prix. Je commenterai le prix le plus tard possible, parce que le prix cet indicateur a un effet occultant sur les autres grandeurs que l'on trouve dans l'économie immobilière. Le deuxième temps. Quels sont les traits caractéristiques de ce discours de la crise du logement? D'abord, c'est un discours qui revendique une certaine généralité. Pas forcément dans les faits, mais beaucoup de personnes vont se sentir concernées à un titre ou à un autre par la crise du logement. Une sorte de menace qui planerait, qui atteindrait tel ou tel. Le risque de devenir un mal logé, le risque de devenir un chômeur. Donc c'est un discours qui est repris souvent, qui est assez généralisé. D'autre part, c'est un discours qui présente un caractère indubitable. Quand on essaye de chercher des textes académiques ou professionnels qui contestent l'idée d'une crise du logement ou d'une crise, on en trouve relativement peu, très peu. Et quand on essaye de s'aventurer par presque hygiène scientifique, quand on essaye de s'aventurer à défendre l'argument comme quoi il n'y aurait pas une crise ou une crise du logement, là on est confronté à des vents contraires très importants. Le doute ne semble pas permis. Or, dans la méthode scientifique, si on ne peut pas douter, c'est quand même embêtant. Donc ce discours a un caractère indubitable. Il n'est pas permis de douter. C'est un discours qui présente aussi un caractère investi. Les gens réagissent « oh la crise, ce n'est pas la crise, ah si, c'est la crise, vous dites n'importe quoi ». Il y a une implication subjective qui est importante face à ce signifiant du « la crise ». Caractère de manque. On manque de travail, on manque d'argent pour l'État, on manque de logement, on manque. Caractère bâtonnier. En fait, il y a dans ce contexte-là bien souvent un seul indicateur qui va être retenu, le prix en immobilier, le montant de la dette de l'État. Et on va se l'infliger ou on va être affligé, on peut décliner les termes, par cet indicateur. Il y a une sorte de presque flagellation qui trouve à se produire avec ce bâton que devient le chiffre économique. Caractère insaisissable, quand on essaye de serrer la réalité de ce que serait la crise économique ou la crise du logement, en fait, plus on rentre dans les détails, plus on essaye de produire des analyses, plus on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'échappe dans cet exercice d'énonciation rationnelle. Il y a quelque chose qui se défile. On n'arrive pas bien à attraper le furet, il y a quelque chose qui s'échappe. Caractère empathique. Solidarité envers les mal logés, solidarité envers les personnes qui n'ont pas de travail, oui. Donc il y a des éléments d'altérité, on parle d'autres, les mal logés, les chômeurs, mais cette altérité n'est peut-être pas autant qu'on pourrait le penser un altruisme. Donc quelle est la fonction de cet autre qui serait soumis à la crise beaucoup plus que nous? Caractère langagier, c'est la crise. Voilà une expression qu'on n'arrête pas d'entendre. C'est la crise du logement un peu moins, mais c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Caractère de demande, on manque, et en fait, l'expression ici prend la forme d'une revendication et d'une plainte. Caractère générationnel, nos enfants vivront moins bien que nous. Quand on résume, quand on regroupe tous ces éléments, en fait, chacun de ces adjectifs ou de ces noms renvoie à des concepts en psychanalyse. Alors, je ne vais pas faire le jeu de la correspondance de chacun avec tous les concepts, ça serait trop
trop long, mais généralisé, indubitable, investi, manque, bâtonnier, insaisissable, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas uniquement dépendant d'une rationalité économique objective. Il y a de l'implication subjective là-dedans. Donc le troisième temps, c'est se rapporte à la mobilisation du corpus analytique, donc essentiellement corpus freudien et lacanien. Les manques. Les manques sont associés à la demande. La demande en économie, ce n'est pas la demande en psychanalyse. En psychanalyse, on va distinguer trois termes, besoin, demande et désir. Et si je prends une optique lacanienne, on considérera que le besoin, lorsqu'il se prend dans le langage, devient une demande, et qu'à cette occasion de la prise dans le langage, quelque chose tombe, s'échappe, objet A de Lacan, et c'est la problématique du désir. Donc finalement, le désir est associé à un défaut de la prise dans le langage du besoin. C'est un peu ésotérique, vous m'excuserez. Maintenant, ces trois dimensions, si on essaye de les interpréter en termes de manque, eh bien on va avoir trois termes qui vont être associés. Le manque, quand il est dans le registre du besoin, c'est une privation. Les mal logés sont privés de logement. La demande, lorsqu'il y a un manque de demande, c'est associé à une frustration. Je suis locataire, j'aimerais être propriétaire. Je suis propriétaire d'un 30 mètres carrés, j'aimerais être propriétaire d'un 50 mètres carrés. J'ai une cuisine standard, j'aimerais avoir une cuisine aménagée, etc. La frustration. Et le désir, évidemment, le manque, l'échec du désir, c'est associé à ce fameux concept analytique de castration. Si on rapporte les théories économiques à ces trois termes, privation, frustration et castration, on peut dire que les théories marxistes et néo-marxistes sont des discours de lutte contre la privation, tandis que les théories libérales néoclassiques sont plutôt des discours de lutte contre la frustration. Théorie de la consommation, maximisation de la satisfaction, fonction d'utilité, etc. Et en général, les discours économiques ne traitent pas de la question du désir et de la castration, et donc c'est la chasse gardée de la psychanalyse, et en fait parce que personne n'en veut. Parce que cette question de la castration est une question très particulière. Et donc, la problématique, ici, c'est à l'occasion de la crise du logement, finalement, quel manque se joue? S'agit-il d'une privation, d'une frustration ou d'une castration? Et peut-être que l'apparence ne correspond pas exactement à ce qui se passe. Et il y a en fait des phénomènes de déguisement, de travestissement d'un manque par un autre manque qui se mettent en place. La crise, bon évidemment, ça appelle à mobiliser tout de suite le malaise dans la culture, le texte de Freud de 1929, où Freud va s'étonner du discours d'hostilité à la culture. Il parle du discours de la déconcertante hostilité à la culture. Son explication, c'est que la culture se développe par le renoncement pulsionnel, et que ce qui est au cœur du malaise, c'est finalement le complexe de castration, en tant qu'il fait deux choses, qu'il va faire le renoncement pulsionnel, donc c'est-à-dire la problématique du désir, la problématique de la castration, la problématique oedipienne, et qu'il va en même temps structurer l'agressivité. Donc ce qu'il y a au cœur du malaise, suivant le texte de Freud, c'est le complexe de castration. Donc ça nous amène à cette question, peut-on trouver de la castration dans la crise du logement, ou dans la crise? Et comment est-ce que la chanson est chantée? Actualité du malaise. Aujourd'hui, le malaise, c'est quoi? Eh bien, il suffit d'allumer la radio, de regarder la télé, de lire des journaux, et on est confronté à une litanie de discours apocalyptiques. Des discours un petit peu anciens, c'est de plus en plus dur de trouver du travail, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et maintenant c'est couronné par c'est la crise. C'est le couronnement de l'apocalypse. Et on trouve également dans le domaine écologique aussi une coloration apocalyptique. L'homme détruit la planète, elle le lui fera payer, on sort de la COP21, donc il y a une culpabilité qui trouve à se produire. Alors il ne s'agit pas de dire que les réflexions écologiques sur la préservation de l'environnement sont inutiles, non, elles sont tout à fait utiles. Mais il y a un passager clandestin dans ce discours, une teinte un peu de l'ordre du discours de l'apocalypse. Le terme est fort, hein, de l'apocalypse. Je ne fais pas les choses à moitié.
Ces discours, en fait, ont comme point commun de se produire dans deux champs, le champ de l'économie et le champ de l'écologie. Le préfixe, c'est éco, ça vient du grec oikos, qui signifie maison et logement. Donc il y a une crise dans la maison, dans l'environnement, il y a une crise dans le logement. Mais Freud, en fait, a une mauvaise nouvelle, c'est que le sujet, l'homme n'est pas maître chez lui, n'est pas maître dans son logement. Donc, mine de rien, le logement renvoie à des choses qui peuvent être tout à fait intimes, que ce soit le logement, l'environnement, la nation. On vient de sortir d'une période d'élection. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a que le domaine de l'oikos est le lieu d'expression du malaise. Le prêt-à-porter du malaise, c'est-à-dire le symptôme prêt-à-porter, la litanie qu'on peut reprendre pour interpréter son propre symptôme personnel dans des termes qui sont déjà là, prêt-à-porter. Eh bien, en fait, depuis un siècle ou deux, le malaise a sans doute un peu évolué dans sa formule. Auparavant, il était plutôt orienté vers une culpabilisation du sujet. Et il aurait évolué vers une position un petit peu plus, qui relève un peu plus de la récusation et de l'accusation. Alors ça a l'air un peu abstrait, je traduis. Le malaise dans une version ancienne, c'était le « je n'ai pas le droit », donc culpabilisation, sentiment de culpabilité, surmoi, etc. Toutes les névroses que Freud a étudiées. Je n'ai pas le droit par rapport à ce désir. Aujourd'hui, on trouve toujours du « je n'ai pas le droit », hein. Le sentiment de culpabilité est tout à fait important. Mais il s'ajoute également une phrase qui a aussi un aspect malaise. On m'en empêche. Finalement, le « je n'ai pas le droit », si j'y vais avec une interprétation à gros traits, le « je n'ai pas le droit » serait la formule du malaise pour le croyant, tandis que le « on m'en empêche » serait la formule du malaise pour l'athée. Mais ça reste du malaise, parce que finalement, en arrière-plan, c'est la problématique castration et désir, qui trouve à être dissimulée par ces phrases, par ce « je n'ai pas le droit ». Bon, je n'ai pas le droit, mais si j'avais le droit, ça serait formidable. Ou on m'en empêche, donc je ne peux pas faire. Donc forcément, ça serait formidable derrière. En fait, le problème, c'est que la castration, c'est l'échec du désir. C'est ça la difficulté fondamentale. On m'en empêche. Donc comment se joue ce « on m'en empêche » à l'occasion du lacryse et du lacryse du logement? Eh bien, l'interprétation que je propose, c'est qu'elle va se décliner en un « on m'en prive »,« on me prive ». Et en un sens, nous sommes tous des mal logés, des chômeurs, potentiellement, en termes de fantasmes. Et il y a par exemple en sociaux une problématique du sentiment de déclassement des classes moyennes qui pourrait renvoyer à ça. Donc, actualité du malaise liée au « on m'en prive ». Alors comment ça agit dans le discours de la crise et la crise du logement? Eh bien, ça agit avec un phénomène identificatoire qui est en fait un phénomène identificatoire hystérique. Il y a trois types d'identification, d'après Lacan dans une lecture de Freud. Bon, c'est un adjectif fameux, évidemment. L'identification hystérique, en fait, elle a été traitée par Freud à l'occasion de la contagion des crises hystériques, où une personne recevant une lettre de la personne qu'elle aimait ou qu'elle désirait déclenche ensuite une crise hystérique, donc une hystérie de conversion, des convulsions, etc. Donc on est au début du XXe siècle, hein, avec ce contexte historique qui est tout à fait important à avoir en tête. Et il se trouve que les personnes qui sont dans la même maison de convalescence que cette personne qui reçoit cette lettre et qui déclenche une crise hystérique, les jours après, déclenche également une crise hystérique alors même qu'elle n'avait pas reçu de lettre problématique de la personne aimée désirée. Donc, texte de Freud, leur compassion s'émeut et elles font inconsciemment le raisonnement suivant: si ces sortes de motifs entraînent ces sortes de crises, je peux aussi avoir cette sorte de crise car j'ai les mêmes motifs. Au passage, on voit apparaître à nouveau le terme crise. Bon, c'est en allemand, je ne me risquerai pas à le prononcer, mais c'est dans le texte de Freud, hein, le mot crise. L'hypothèse, ici, l'interprétation que je propose, c'est d'indiquer qu'à l'occasion de la crise du logement se produit en fait une identification hystérique au mal logé. Et les personnes qui s'y identifient ne sont pas mal logées elles-mêmes, mais jouent la castration par l'intermédiaire de cette identification hystérique aux mal logés qui, eux, sont effectivement privés de logement.
En un sens, ça permet au sujet de dire « pauvre de moi aussi ». Mais pauvre de moi à cause de la difficulté de la castration. Est-ce que c'est de l'empathie? Pas tellement. Texte de Freud, à propos de l'identification hystérique, il ne serait pas juste d'affirmer qu'elle s'approprie le symptôme par compassion. Au contraire, la compassion n'est seulement de l'identification. Finalement, jouer ce sentiment de devenir un mal logé, de devenir un chômeur, c'est un motif assez égoïste, un motif assez personnel. Bon, je ne rentre pas dans les détails de ce concept, mais c'est un thème que l'on voit chez Freud dans Psychologie des foules et Analyse du moi, et qui est associé aux problématiques sur le meneur, sur les réflexions sur la foule qui ont eu lieu à cette époque. Donc ça a des implications politiques, finalement, cette identification hystérique au mal logé. Et donc, l'interprétation, ici, présentation de la castration sous le jour de la privation. On peut se poser la question, après tout, de savoir si cette identification hystérique au mal logé ne serait pas efficace pour réduire le mal logement. Ça pourrait avoir cet intérêt-là. Mais en fait, pas forcément, parce qu'il importe que le malheur qui vienne sur la scène, le malheur du mal logement, paraisse soluble pour qu'on ait l'espoir que la problématique de la castration puisse être résolue favorablement. Mais sans qu'il le soit effectivement, parce que si on imagine que d'ici à 2 ans le mal logement est résolu, le problème sous-jacent, la difficulté par rapport à la castration, lui ne sera pas résolu. Et on convoquera sur la scène un nouveau malheur pour jouer la pièce de théâtre. Ce qui fait finalement que le malheur qui est sur scène ne change pas tout le temps, c'est que le changement de symptôme, c'est fatigant. Quand on a un symptôme, il y a un confort à avoir un certain symptôme. Donc, faire évoluer le symptôme, bon, là, il y a le symptôme sur la dette qui commence à apparaître, mais c'est de l'ordre de plusieurs années. Donc ça pose des questions par rapport aux politiques de lutte contre le mal logement, parce qu'il faut distinguer les actes politiques et économiques qui visent à le réduire effectivement de sa fonction de symptôme public. Le symptôme public n'est peut-être pas forcément efficace dans cette lutte. Et en quelque sorte, on peut dire que le malaise, c'est la désignation collective de quelques-uns, les mal logés, en raison de leur malheur particulier, la privation de logement, pour être les acteurs d'une pièce traitant du malheur fondamental, la castration, présentée d'une manière travestie, déguisée, inconsciente. Il se joue ça aussi à cette occasion. Bon, dans une optique lacanienne, on peut trouver les coordonnées de cette analyse sur le schéma L de Lacan, je ne rentre pas dans le détail. Donc le 4e temps, c'est la question méthodologique sur la crise. Approche d'économie objective ou approche d'économie subjective? Eh bien, si on regarde sur les 40 dernières années, pour le cas de la France, les événements qui ont été qualifiés de crise, on va en trouver 9. Premier choc pétrolier, 73, deuxième choc, la dette des pays en voie de développement, le krach boursier, crise du système monétaire, etc. Bon, je vous laisse le plaisir de lire ça. Et vous voyez au passage que les termes choc, crise, krach sont des termes qui sonnent d'une manière similaire. Kindleberger, qui est un auteur qui a recensé l'ensemble des crises dans son ouvrage, Manias, Panics and Crashes, dénombre sur 3 siècles 40 crises, donc en moyenne, une crise tous les 7 ans. Évidemment, il faut faire la différence entre les annonces de l'apocalypse et les apocalypses effectives, qui, elles, sont beaucoup plus rares. Il y a ici une sorte de discordance entre le discours annonciateur de l'événement très défavorable et la catastrophe qui nous est promise. Il ne s'agit pas de dire que ces événements ne sont pas liés à des situations économiques difficiles. Il y a des difficultés dans l'économie. Il ne s'agit en aucun cas de le nier. Mais à cette occasion, il y a du passager clandestin et du passager clandestin inconscient. Et suivant les événements, des fois vous avez 100 passagers réguliers et 10 passagers clandestins dans la soute. Et des fois c'est l'inverse, 10 passagers réguliers et 100 passagers clandestins. Donc en termes de méthode, finalement, ça pose des questions parce que la rationalité économique objective se prête assez facilement au travestissement. Le discours du la crise, lui, relève d'un fonctionnement éminemment subjectif et inconscient. Donc il y a aussi une nécessité d'approche par une rationalité économique subjective.
Et ça, on peut rapprocher ça de ce qui s'est passé, par exemple, dans la section CNU 05 économie, avec les tensions qu'il y a eu entre les approches orthodoxes et les approches hétérodoxes, comme elles se nommaient, comme elles étaient nommées. On trouve cette tension, en quelque sorte. Crise ou discours du la crise, dans tous les cas, l'angoisse associée au discours de la crise est très profonde. Et cette angoisse, on peut s'aventurer à la qualifier d'angoisse de délogement, être délogé, qui est une chose très désagréable. Ça, c'est une conviction personnelle qui est assez forte chez moi. L'économie paraît être le terrain de manœuvre privilégié du malaise moderne. Donc ça interroge le statut scientifique de l'économie, au passage. En termes d'interprétation maintenant, quand on va au-delà de ce mécanisme de dissimulation de la castration par l'identification hystérique, on voit apparaître d'autres problématiques qui relèvent un petit peu plus de la filiation et des problématiques de succession de génération. Dans ces phénomènes de la crise et la crise du logement, en fait, le discours tend à se réduire à un seul chiffre, le chiffre économique, qui est puissamment occultant, monopolisant, on ne parle que de lui, et tout le reste de l'analyse, finalement, n'est pas très audible. Et une sorte de jouissance semble s'associer à cet indicateur unique, une jouissance qui a à voir avec la flagellation, la fustigation, comme on le traduit dans les textes de Freud. Et ce phénomène donc, de flagellation, on est flagellé par la dette, par le taux de chômage, par la croissance. Dans les entreprises, vous retrouvez également l'équivalent de ce bâton, ça s'appelle un KPI, Key Performance Indicator, c'est-à-dire l'objectif que l'on va donner aux salariés en début d'année et qu'il doit satisfaire. Donc, jouissance associée à une flagellation, mais il y a aussi des implications en termes de gouvernement, parce que cette thématique du déclin qu'on nous annonce depuis 5 ans ou 10 ans, cette flagellation par le déclin, est-ce que c'est un discours objectif? Sans doute, oui, en partie, mais il y a aussi là un moyen de gouvernement. Donc il y a aussi des enjeux de pouvoir, d'implication subjective qui se jouent à cette occasion. Le chiffre économique sert aujourd'hui très efficacement et fréquemment d'instrument de la raclée. Excusez-moi pour le terme, mais ça renvoie en fait au texte de Freud, on bat un enfant, dans lequel il est question d'un fantasme infantile qui est repéré par Freud chez des adultes, comme quoi un enfant serait battu. On trouve dans ce texte des éléments d'identification hystérique, on trouve aussi des points communs dans le sens qu'on a une indétermination. On bat un enfant, lequel, par qui, pourquoi, c'est la crise, on a cette même indétermination. Et l'interprétation freudienne, c'est que la fantaisie de fustigation découle de la liaison incestueuse au père. Bon, il faut bien faire un peu de psychanalyse. Au passage, que ça soit pour un homme ou pour une femme. Hein. Donc ça pose la question, à l'occasion de ce bâton économique qui bat, de problématiques oedipiennes, de rapport entre les enfants et les parents. Il y a cette question qui transparaît, une question de gouvernement finalement. Si on va maintenant sur le versant social, il faut parler de génération, de succession de générations. En général, quand un discours est envahi par un phénomène subjectif, il y a souvent une tentative de dissimulation. Mais tant mieux, parce que quand on dissimule, en fait, on révèle. C'est le principe du retour par le refoulé. Quand on a l'oreille, quand une dissimulation est introduite, finalement, elle dévoile et elle révèle. Il y a des traces, il y a des indications. Que peut-on trouver derrière la crise du logement, qui est un discours, ou la crise, hein, qui est vociférant et qui est irrationnel? Que peut-on trouver derrière ce fantasme de la raclée? Eh bien, il y a une phrase qui se rapporte à ça, c'est cette idée « nos enfants vivront moins bien que nous », qu'on entendait il y a 5-10 ans, comme une évidence. Mais pourquoi une évidence? Parce que si les parents, les grands-parents veulent mettre en place des liens de solidarité intergénérationnelle, qu'est-ce qui les empêche? Il n'y a pas d'évidence de ça, il n'y a pas de fatalité. Donc cette phrase, on peut aussi, alors je vais être un petit peu provocant, vous m'excuserez, la transformer en un « après nous le déluge ». Je crois que c'était la Pompadour qui avait dit « après moi le déluge », je crois.
Conclusion et perspective d'économie politique. Je deviens propriétaire à tout prix, au cas où ma retraite ne serait plus assurée, pour ainsi au moins ne plus avoir de loyer ni de prêt à payer à ce moment-là. Stratégie patrimoniale de base en France. On prépare sa retraite en devenant propriétaire. Et ça, c'est mission accomplie pour à peu près 41% des Français qui sont des propriétaires non accédants, qui n'ont plus de remboursement de prêts immobiliers aujourd'hui. Et c'est une fraction de la population qui a augmenté fortement sur les 20 dernières années. Hypothèse politique, la fonction politique du discours du la crise du logement est d'empêcher de poser le problème en termes d'égalité générationnelle, le la crise ou le la crise du logement. Le moyen, c'est la réduction du débat à un seul chiffre et au problème réel mais partiel du mal-logement. Et peut-être aussi, puisqu'on est rentré dans le papy-boom depuis 2005, peut-être aussi, il transparaîtrait dans ce discours une angoisse chez les papy-boomers du délogement. Parce que toutes ces classes d'âge qui rentrent à la retraite à partir de 2005, le passage à la retraite est un phénomène qui n'est pas neutre, qui est difficile humainement, potentiellement. Ça dépend comment c'est préparé, comment c'est vécu, mais c'est certainement pas anodin. Donc c'est déjà un premier délogement du marché du travail, et derrière il y a aussi le délogement ultime, la dernière demeure, comme on dit, qui est aussi une problématique de logement. Je suis très provoquant, j'en ai conscience. Hein. Quel pouvoir explicatif de cette interprétation de lien générationnel compliqué? Quel est le pouvoir explicatif de cette interprétation d'un lien générationnel compliqué pour expliquer la dynamique des prix du logement? Donc voilà la fin du premier temps, qui ne se veut pas un temps d'explication. Ce n'est pas dans le domaine de la cause, c'est dans le domaine de l'interprétation, de l'analyse du discours. Et le deuxième temps, en fait, maintenant c'est le versant plus de la rationalité objective, rationalité consciente, tandis que le premier temps était plutôt une rationalité subjective et inconsciente. Donc le deuxième temps par l'économie. Concurrence générationnelle et prix immobilier. C'est un travail conjoint avec l'une de mes doctorantes qui est en thèse industrielle chez BNP Immobilier, donc Yasmine Safi. Cette présentation en 5 points, la position du problème, quelques éléments sur la littérature qui s'est publiée sur cette question de la concurrence générationnelle, qui s'est publiée ou qui ne s'est pas publiée d'ailleurs. Quelques résultats pour le cas de la France, plus ou moins approfondis, dans le temps 3 et dans le temps 4, et la 5e partie, discussion et implication. La position du problème. Comment penser le résidentiel, comment penser le logement, le prix des logements? Deux approches. Une approche qu'on peut qualifier de cyclique ou contracyclique, qui pose les questions à un horizon de 5 ans ou 8 ans, qui va mettre en avant des facteurs comme la croissance, le revenu, la construction. Pour faire baisser les prix, a priori, il suffit de construire. Les taux d'intérêt, la fiscalité, les incitations fiscales. Quand il y a un phénomène indésirable, par exemple les prix augmentent très fortement, eh bien on va faire une mesure contracyclique, on va proposer du PTZ, on va doubler le PTZ. Bon, ça c'est une première manière de poser la question sur un horizon 5 ans, 8 ans, 10 ans, grand maximum. Il existe une deuxième manière de poser la question, c'est de la poser sur un temps plus long, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et donc sur plusieurs générations. Et la difficulté de toutes les générations, c'est de penser au-delà d'elles-mêmes. Cette approche intergénérationnelle commence à réapparaître dans la littérature, et un article de Yes a été publié en 2011 sur cette thématique-là. Donc, dans cette première approche, vous aurez les variables explicatives ici, très classiques, qu'on entend énoncer très souvent. Dans la deuxième approche, on introduira des variables démographiques comme étant explicatives. Et deux types de variables, évolution de la population totale et évolution du ratio nombre de retraités par actif. Ces variables démographiques, donc population totale et structure de la population. Le contexte, c'est que depuis 2005, on est rentré dans le papy-boom. Pourquoi 2005? Parce que le baby-boom commence en 45, 45 plus 60 ans égale 2005. La question de recherche, l'élément démographique, absolu, population totale et surtout structure de la population, retraités versus population active, est-il explicatif de l'évolution des prix passés,
La réponse sera positive. Et que peut-on prédire sur les prochaines années? Quelques éléments sur la littérature qui s'est publiée sur cette question. Un premier temps dans la littérature, c'est la période 90-95. La question, c'était de savoir si l'arrivée sur le marché du travail des baby-boomers allait faire monter ou baisser, ou allait avoir un impact sur le prix des logements. La période d'étude, puisque c'est étudié en 90-95, et c'était surtout la période 1970-1990. Sur ce temps-là, on n'avait pas encore toute la génération du baby-boom qui était sur le marché du travail. Il n'y avait que les premières classes d'âge. Bon, dans ce contexte-là, les modèles ont une réponse qui est plutôt positive, mais on ne détecte pas de phénomène d'explosion des prix du résidentiel, il n'y a pas de phénomène très marquant. Mais la réponse est toujours est quand même positive. Au passage, on a un article sur le cas du Japon. Le deuxième temps de la recherche, c'est à partir de 2005, début du papy boom, et surtout à partir de 2010, où là on a un phénomène très particulier sur le résidentiel, c'est que les prix ont été multipliés par 2 ou par 3 en moins de 10 ans. Donc la question retrouve une actualité, et dans la littérature, on voit à ce moment-là apparaître beaucoup d'articles sur le cas du Japon, qui est un pays qui est avancé dans le vieillissement, et qui est un cas d'étude, qui peut être éventuellement ce qui nous attend en France sur les 20 années à venir. Parce que le Japon, c'est croissance atone depuis 20 ans, taux bas, déflation. C'est un air de famille. Ces études sont développées sur d'autres pays que le Japon, Royaume-Uni, Pays-Bas, Autriche, Canada, Australie. Et vous avez une étude qui nous sert de référence dans cette recherche pour le cas de la France, c'est l'étude de Takas, publiée en 2012, sur 40 ans et 20 pays, pour étudier ce lien démographie dynamique des prix du résidentiel. Le mécanisme, c'est quoi? Ça s'inscrit dans l'économie du cycle de vie. En gros, l'agent économique a deux périodes. Période 1, vie active, il va acheter des actifs financiers, acheter de l'immobilier pour préparer la retraite. Période 2, retraite, il va vendre les actifs financiers au fur et à mesure, où il va jouir du bien immobilier pendant sa retraite et à son décès, il est revendu. Et donc l'intuition, c'est que si les classes d'âge ont des tailles constantes, eh bien, le prix des actifs financiers et le prix des actifs immobiliers ne sera pas impacté par les variables démographiques. Sera impacté par les variables plus classiques de l'économie, PIB, taux, etc. Mais on n'est pas dans cette situation de classe d'âge constante, en raison du phénomène du baby-boom. Et ça s'illustre aujourd'hui par les stratégies des fonds de pension américains qui ont été surtout acheteurs d'actifs financiers jusque dans les années 90-2000 et qui aujourd'hui commencent à vendre leurs actions et à vendre leurs obligations. Donc c'est les phénomènes en termes de finances qu'on appelle de melt-up et melt-down. Les résultats pour les actions des recherches sur ce thème-là, est-ce que la démographie, est-ce que le papy boom impacte le prix des actions, sont mitigés. Parce qu'il n'y a pas que les particuliers qui sont investisseurs sur le marché actions, soit en direct, soit en intermédiaire, par l'intermédiaire des fonds de pension. Vous avez beaucoup d'autres acteurs. Donc le cas d'étude n'est peut-être pas idéal. Sur le marché des obligations, on trouve cependant des éléments. Mais notre cas d'étude, c'est-à-dire le cas de la France, est un cas d'étude idéal parce que sur le logement, les propriétaires, ce sont principalement les particuliers. Il y a très peu d'investisseurs institutionnels sur ce marché. Et en France, pas de fonds de pension, on prépare sa retraite en devenant propriétaire. Donc cas d'étude idéal. Ici, vous avez les graphiques de l'article de Takats sur les 20 pays et 40 ans. Donc c'est le cours, ce sont les indices immobiliers en logement net de l'inflation. La courbe bleue ici, c'est l'indice France, qu'on retrouvera juste après, avec cette hausse très forte entre 1996 et 2006. Et j'attire votre attention sur deux pays. Le cas de l'Allemagne, qui est un pays qui est également avancé dans le vieillissement, où vous voyez que les prix des logements depuis 15 ans ont perdu 30% net de l'inflation, et le cas du Japon, où les prix du résidentiel ont été divisés par 2. Il y a un peu de déflation, mais quand même, la déflation n'explique pas tout. Ce ratio nombre de retraités par actif, qui ici est noté HOLDEP, vous voyez que pour le cas de l'Allemagne, il a commencé à augmenter d'une manière anticipée par rapport aux autres pays d'Europe de l'Ouest. Donc on voit le décollage de ce ratio dès les années 95. Et le cas du Japon, eh bien, il est là.
Donc, dès 90, on voit que le ratio nombre de retraités par actif au Japon explose très fortement. On a tendance à dire que le Japon a connu ces 2 décennies de périodes difficiles parce qu'en 90-91, il y a eu une crise immobilière, etc. Mais ça, c'est l'arbre conjoncturel qui cache la forêt structurelle. Une crise, un phénomène économique difficile, ça dure 2 ans ou 3 ans. Si ça dure plus longtemps, c'est un phénomène structurel. Et en l'occurrence, c'est un phénomène démographique ici qui se joue. Le cas de la France, premières évidences du lien démographie-prix. Le baby-boom, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. C'est la représentation du taux de natalité depuis 1920. De 45 à 70, on est entre 2,5 et 3 enfants, jusqu'à presque 3 enfants, hein, pendant à peu près 25 ans. À partir du début des années 70, on va passer de 3 à 2. Et on va ensuite osciller entre 1,8 et 2. Donc là, vous avez un vrai choc démographique. Hein. Des classes d'âge qui sont beaucoup plus importantes entre 45 et 70 que les classes d'âge qui suivent. Si on rapporte ce ratio HOLDEP, nombre de retraités par actif, donc c'est la courbe rouge sur l'échelle de gauche, pour le cas de la France sur la période 75-2010, on a ce comportement. La courbe noire en trait appuyé, c'est l'indice immobilier noté INSEE net de l'inflation. L'idée, c'est de voir si on a une relation d'opposition. Parce que la mécanique, c'est quoi? Si à une date donnée, proportionnellement, la population active est importante, ce sont des acheteurs d'actifs financiers, d'actifs immobiliers, on s'attend à ce que les prix montent. Si à une date donnée, les retraités sont en proportion importante, ce ne sont pas des acheteurs, donc moins de demandes, et ce sont, à terme, des vendeurs de biens immobiliers. Donc, quand le ratio HOLDEP est bas ou baissier, on s'attend à ce que les prix montent, et inversement. Quand le ratio HOLDEP est haut, on s'attend à ce que les prix baissent. Et cette relation d'opposition, on la détecte assez bien sur ces 2 premières périodes. Entre 86 et 91, on a une exception. Le marché immobilier a été soumis à d'autres facteurs sur cette période 86-91. 91 c'était un point haut, on a parlé de bulle. Bon, qu'est-ce qu'on dit quand on dit bulle? C'est difficile à dire. On retrouve par contre cette relation d'opposition sur la période suivante. En net de l'inflation, elle apparaît. En nominal, c'est-à-dire non déflatée de l'inflation, elle n'apparaît pas. C'est la courbe en pointillé. Et les 2 dernières périodes sont les périodes les plus importantes. Cette période d'envolée des prix du résidentiel, qu'on voit ici, de 97 à 2006-2007, correspond, donc cette accélération du prix, correspond à un moment où le ratio nombre de retraités par actif décélère et s'arrête d'augmenter. Donc on a aussi une relation d'opposition, bon, qui est d'ordre 2, pas d'ordre 1, je vous passe les détails économétriques. Et dès qu'on rentre dans le papy boom, le ratio augmente, c'est normal, et les prix du résidentiel, simultanément, baissent. Donc on a déjà des coïncidences de date dans les retournements de tendance. Et ça, en termes économiques, c'est quand même très intéressant comme signal. C'est difficile de rêver mieux. Cette période, je la fais s'arrêter à 2006-2007 et volontairement, je ne parle pas de 2008-2009 pour éviter l'argument crise des subprimes. Parce que l'argument crise des subprimes est un argument conjoncturel. Le vrai phénomène qui se déclenche autour de 2006, c'est le papy boom. Et cette question de la crise des subprimes, on peut même l'interpréter dans une optique démographique, parce que cette hypothèse d'une concurrence générationnelle difficile à soutenir pour les jeunes générations pourrait très bien être vue comme l'explication qui a amené les ménages américains jeunes à acheter des subprimes, parce que la concurrence n'était pas soutenable. Si on regarde cette période de pré-papy boom entre 97 et 2006-2007, et bien là, vous avez à ce moment-là toute la génération du baby boom qui est sur le marché du travail. Ce sont des gens qui, à cette date-là, ont entre 28 ans et 53 ans, et à cette date-là, ont entre 36 et 61 ans. Donc c'est là où vous avez le maximum d'acheteurs potentiels de logements. Quelques résultats. Donc évidemment, en termes de démonstration économique, on a été un petit peu plus loin que ce simple constat. Donc il y a tout ce qu'il faut en termes de modèles de panel, etc. Je vous passe les détails. Donc c'est une étude sur 94 départements sur la période 2000-2013, où on a essayé d'étudier, d'expliquer les prix des logements par les facteurs démographiques, population totale et nombre de retraités par actif, le revenu, la construction neuve et des impacts de taux. Les résultats,
Si le revenu augmente de 1%, le prix des appartements et des maisons augmente un peu, mais ce n'est pas énorme. Si la population augmente de 1%, là, ça a une augmentation de la demande qui est très forte. Donc là, c'est un facteur de hausse des prix. Mais ce qui vient contrebalancer cet impact de la variable démographique absolue, c'est la variable démographique relative, structure de la population, le ratio Holdep. Si on le fait passer de 0,40 à 0,41, c'est-à-dire si vous passez de 2,5 actifs par retraité à 2,44 actifs par retraité, donc c'est une variation faible, eh bien l'impact sur les prix des logements, c'est une baisse, moins 5%. Les taux qui sont toujours discutés comme étant le facteur principal d'explication de la dynamique des prix des logements. En fait, non. Dans ce modèle, on ne trouve pas d'impact de taux. Si on fait passer les taux de 5% à 2%, ce qui est une réduction de taux très importante, finalement, le prix des appartements, on détecte qu'il augmente de 4%, ce qui est minime, et pour le prix des maisons, on ne détecte pas d'augmentation. Tout le caractère explicatif est capturé par les variables démographiques. La construction, on trouve même un effet inversé, parce qu'en fait les promoteurs et les constructeurs construisent là où les prix montent. Le volume de construction est largement insuffisant pour faire baisser les prix. On construit peut-être chaque année 1% du parc. On ne va pas avoir un impact global sur le prix des logements en construisant 1% du parc. Si pendant 5 ans on construit 10% du parc, on aura un impact. Mais ce n'est pas la construction qui fera baisser les prix. Il y a également des hypothèses sociologiques qu'on est en train de regarder un petit peu. Par exemple, l'augmentation de la divorcialité est souvent évoquée comme un facteur d'augmentation de la demande. Donc on va mettre ça dans le modèle. Mon intuition, c'est qu'on va avoir un petit caractère explicatif, mais qui sera réduit parce que l'augmentation du divorce n'est pas à même d'expliquer ce phénomène-là. Parce que ça voudrait dire que sur cette période-là, il y a eu une explosion des divorces, qu'ensuite le mariage a été très en vogue. C'est sans doute un facteur explicatif, mais qui est d'ordre secondaire. Pour moi, les facteurs principaux sont les facteurs démographiques. La construction, les taux, le revenu, le divorce sont des facteurs secondaires. Discussion et implication. Donc le bilan, on a quand même des coïncidences de date, on a quand même des courbes qui ont des comportements clairement opposés. C'est validé par un modèle de panel, on valide ça au niveau des territoires également. Il y a des comportements différenciés qui sont très intéressants à observer. Donc le lien démographie-prix vaut aussi pour le cas de la France, je n'ai aucun doute là-dessus. Il est conforme à ce que suggère la littérature et il semble assez robuste. Comment est-ce qu'on peut maintenant penser l'histoire du prix des logements sur les 20 dernières années? Eh bien, période 1, 95-2005, on avait un maximum de pré-papy boomers sur le marché, solvables, car avancés en carrière et nombreux, donc demande forte de résidence principale, mais aussi de résidence secondaire et d'investissement locatif. Donc forte hausse des prix. Le temps 2, c'est celui dans lequel on est rentré depuis 2005. Ça fait déjà 10 ans qu'on est dans le baby boom. De 2005 à 2020, les générations du baby boom passent progressivement à la retraite, donc sont moins acheteuses de biens immobiliers, donc érosion de la demande. Ce qui correspond à ce qu'on observe aujourd'hui, une stagnation des prix, voire une légère baisse. À Paris, depuis 4 ans, les prix du logement ont perdu 10%. Petit à petit, insensiblement. Le mouvement est lent parce que c'est une explication démographique. La démographie, c'est horizon 20 ans. Le temps 3, à partir de 2020, eh bien, on va avoir une augmentation des décès. Et les biens hérités, bon, je n'en suis pas responsable. C'est là la difficulté de l'immobilier, c'est que c'est un actif qui est intergénérationnel et qui en fait survit à chaque personne, à chaque propriétaire. Le propriétaire ne l'emporte pas avec lui. Donc, dans l'actif successoral, le bien immobilier est largement prépondérant. Et un certain nombre d'héritiers tenteront de garder ce bien, mais finiront par le revendre. Coût de gestion, problématique de localisation géographique, et donc on verra une augmentation de l'offre. Cette augmentation des décès est quand même un phénomène important. De 1980 à aujourd'hui, on oscillait entre 500 000 décès et 550 000 décès par an. Et on va passer à 700 000 sur les 2 prochaines décennies. En 2030, on sera déjà à presque 650 000 décès par an. Bon, c'est un graphique qui est probablement affiché dans les succursales des pompes funèbres, parce que c'est malheureusement assez prévisible.
Donc augmentation de l'offre de biens sur le marché et accélération de la baisse des prix. Dernier élément par rapport à ça, en fait, on va avoir la mise en place de phénomènes de différenciation territoriale d'une manière importante, parce que sur la période de pré-baby boom, finalement, tous les marchés montaient. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et ça va être déterminé par les facteurs démographiques qui sont très inhomogènes sur le territoire. Si vous regardez la diagonale du vide, donc des Ardennes au Poitou, c'est des régions avec des populations qui sont plutôt diminuantes et des populations qui sont plutôt âgées. Donc là, vous avez tous les indicateurs qui expliqueraient, qui prédisent une baisse des prix. La Creuse, par exemple. Si vous regardez par contre une ville comme Nantes, qui gagne de la population et de la population active, eh bien c'est un des marchés qui continue à monter, légèrement. Parce que le baby boom est quand même une force de rappel importante. Donc il y a des éléments en termes de différenciation territoriale qui sont évidents. Alors, il me reste quelques slides. Je pense que... oui. Quelques éléments en termes pour discuter la question de la concurrence générationnelle pour la propriété du logement. Sur le graphique de gauche, vous avez 5 courbes qui représentent la distribution de l'âge chez les propriétaires américains. Donc la somme de ces courbes fait 100%. Et ce que l'on voit depuis 95, 2000, 2005, c'est que les propriétaires de plus de 55 ans sont de plus en plus présents dans la population des propriétaires, ceux de 65 ans également. Et si vous regardez cette courbe-là, c'est les propriétaires qui ont entre 35 et 45 ans. Ils étaient 24% des propriétaires, aujourd'hui ils ne sont plus que 16%, et les propriétaires de moins de 35 ans sont passés de presque 20% à 12%. Donc il y a un phénomène d'accaparement de la propriété par des classes d'âge âgées. Dans le cas de la France, les données sont assez difficiles à obtenir, mais les quelques indications que j'ai pu avoir laissent entendre que le phénomène se produit aussi. Aujourd'hui, on peut estimer, source bancaire, que 80% des retraités sont propriétaires, pour une moyenne nationale à 58%, et que le pourcentage des propriétaires qui n'ont plus de prêts immobiliers en cours de remboursement est de l'ordre de 75, 70, 75%. Conséquences politiques. Politique orientée générationnellement. Je vais faire un peu de marxisme générationnel. Deux faux débats. La construction ne fait pas baisser les prix, ou d'une manière minime, parce qu'on ne construit pas dans des volumes nécessaires pour avoir un impact. Il faudrait le multiplier par 10 facilement pour avoir un vrai impact. Les taux ont un effet négligeable, voire nul. C'est pas ça qui détermine le prix des logements. La politique du logement est souvent développée avec des mesures cycliques. On a un problème d'accession, de loyer à un niveau peut-être un peu haut, donc on va faire de l'aide au logement, de l'APL, de l'investissement locatif, du PTZ. Mais ces politiques cycliques ont deux inconvénients, c'est qu'elles produisent des effets inflationnistes. Le PTZ fait monter les prix, il y a de la littérature là-dessus. L'APL fait monter les loyers. Si vous regardez la rentabilité locative en Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est-à-dire loyer sur un an rapporté à la valeur du bien, c'est de l'ordre de 5 ou 6%. Et finalement, et deuxième élément, c'est que ces aides, bien souvent, ne profitent pas à 100% aux personnes à qui elles sont destinataires. L'investissement locatif, Cellier, Pinel, Robien, etc., on peut défendre l'hypothèse que ça serait un moyen de subvention du BTP. L'APL, on peut défendre l'hypothèse qu'il s'agit d'un transfert de richesse de l'État aux propriétaires du parc privé. Si vous regardez l'orientation des encours bancaires, c'est-à-dire les euros prêtés par les banques, aujourd'hui 60% des montants prêtés par les banques sont à des gens qui font de l'achat-revente de biens, ceux qui sont déjà propriétaires, qui revendent, qui achètent, etc. 20% des encours sont destinés à l'investissement locatif, et seulement 20% des encours à la primo-accession, alors qu'il y a 40% de locataires, donc on pourrait imaginer que 40% des encours soient destinés à la primo-accession. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'investissements locatifs, c'est qu'au passage, vous avez des classes d'âge qui sont avancées, qui sont propriétaires non accédants, donc plus de remboursement du prêt immobilier sur résidence principale, qui deviennent des bons risques pour les banques. Quand en plus il y a des mesures d'accompagnement fiscal, le développement de l'investissement immobilier locatif peut être interrogé.
Conséquence sur les générations post-baby-boom, eh bien, le choix en fait pour les générations post-baby-boom, c'est soit être locataire dans les centres urbains ou bien propriétaire de petites surfaces, des couples avec un enfant de dans 40 mètres carrés, on en trouve à Paris, hein, 40 mètres carrés, voire peut-être moins, versus propriétaire dans le périurbain. Et une question peut se poser, pourquoi acheter un bien qui risque de perdre de la valeur? Si le bien suit la trajectoire de prix du Japon, aujourd'hui emprunter pour acheter à 250 000 ou 300 000 euros un bien qui dans 10 ans aura perdu 100 000 euros, elle est où la création de richesse, la création patrimoniale? On peut dire que c'est des subprimes lents. Au Japon, on a parlé d'une génération sacrifiée. Yates, en 2011, propose d'introduire le concept de soutenabilité immobilière. La soutenabilité immobilière signifie que les besoins d'une génération peuvent être satisfaits sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Pour le logement, la soutenabilité se définit en termes de capacité du système actuel à prévenir toute augmentation du stress immobilier. Le stress immobilier, c'est une part trop importante du revenu consacré à la dépense de logement, soit en location, soit en acquisition. Eh bien, aujourd'hui, le stress immobilier pour les jeunes générations est tout à fait marqué, et la soutenabilité immobilière, on en est loin. Un grand argument, est-ce que le résidentiel, c'est du hors bilan? Si on valorise le parc immobilier, en 1995, c'était 2000 milliards d'euros. Tout le stock. Hein. Aujourd'hui, c'est 5500 milliards d'euros. Donc une plus-value de 3500 milliards. Est-ce que c'est du vrai argent, cette plus-value? Bien sûr. Beaucoup de raisons expliquent que c'est du vrai argent. Pour un locataire qui veut devenir propriétaire, il va trouver tout à fait que c'est du vrai argent. Le chèque de 250 000 à signer, c'est tout à fait substantiel. Cette richesse, cette plus-value, je fais exprès d'employer le terme, n'est pas inexploitable. Vous avez des mécanismes et des mécanismes financiers, par exemple le viager hypothécaire, qui permettent de mobiliser cette richesse qui est immobilisée dans l'actif immobilier. Mais actuellement, ces produits sont commercialisés avec des taux d'intérêt de 8%. C'est une technique de prêt immobilier qui permet d'extraire du cash en mettant en garantie le bien immobilier pour, par exemple, fournir des revenus complémentaires à la retraite. C'est une sorte de viager, mais dans un mode financier. La difficulté, c'est que ce genre de produit viager hypothécaire, c'est en termes de commercialisation et en termes culturels, c'est des produits qui ne sont pas évidents. Mais il y a quand même une plus-value très importante. Donc la sensibilité, la difficulté qui est associée au viager et le fait qu'il y ait la mort qui soit associée à ce produit, bon, c'est une chose, mais c'est comme ça. En termes d'orientation des aides fiscales, il y a peut-être des choses à réfléchir pour réorienter les aides investissement locatif PTZ et APL vers des aides pour inciter aux viagers et aux viagers hypothécaires. Vous avez actuellement un certain nombre de retraités qui sont propriétaires de biens qui valent 400 000, 500 000 euros et qui ont des retraites 1000, 1500 euros. En économie, on appelle ça asset rich, cash poor, c'est-à-dire beaucoup de patrimoine, peu de revenus. Donc il y a des enjeux de conversion de l'un en l'autre. Il faut évoquer le paysan de l'île de Ré. Je vous rappelle que la dette de l'État français, c'est 2000 milliards d'euros. Donc c'est à peu près la moitié de la plus-value qui a été réalisée sur le parc résidentiel. Donc où est l'argent? Ben, on le sait. Il y a ici donc des enjeux de fiscalité sur les héritages, puisqu'il va y avoir beaucoup de biens qui vont changer de main sur les 20 années à venir. Et là, il y a un moyen de désendettement de l'État qui est important. Conclusion, j'en termine. Il ne faut pas oublier qu'on est passé d'une société où il y avait 3 générations simultanées à une société où il y a 4 générations simultanées. Les arrière-grands-parents, maintenant c'est assez fréquent. Or, la répartition intergénérationnelle de la richesse semble être restée sur un modèle à 3 générations simultanées. La crise du logement, qui est irrationnel, qui est occultant, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, il y a des phénomènes inconscients qui sont très clairs. Quand on dit la crise, bon, ça sonne curieux quand même.
Ou bien le papy-boom et la concurrence intergénérationnelle. Bon. Eh bien, je pense que cette thématique-là est sans doute plus importante en termes d'enjeux citoyens à réfléchir que ces vociférations sur la crise, qui finalement, quand on dit la crise, on ne dit rien. Et puis une petite surprise pour le dernier slide. C'est le prince Charles qui va arriver sur ses 65 ans, et qui n'a toujours pas le boulot. Et en fait, il est un peu emblématique. Il a du patrimoine, il a un logement. Oui. Il a du cash aussi. C'est pas Oui. Oui. Mais en termes de vie personnelle, être toujours celui qui va prendre le relais, peut-être va-t-il mourir avant sa mère. Voilà, j'en ai terminé.